Bonjour, nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et aujourd'hui la vidéo s'intitulera Assez réfléchi, agissons. Voilà. Euh, Hier, le Congrès, la partie du Congrès qui est la Chambre des députés aux États-Unis, a voté pour l'impeachment de Monsieur Donald Trump. Monsieur Donald Trump, un personnage spécial qui s'est présenté comme voilà, défendant le petit peuple contre l'oligarchie. C'est un escroc, il a été puni pour escroquerie. L'argent qu'il a fait, c'est soit en roulant d'autres personnes, soit en recyclant de l'argent sale qui lui venait probablement de Russie et d'autres pays. Il s'est présenté comme un ami du peuple et il a emmené un grand nombre de gogos. Alors, pourquoi est-ce que ces gogos ont été emmenés par ce bonhomme? Parce qu'il a dit je suis l'ami du peuple. Mais alors, quand on leur dit et alors, vous l'avez cru? Il n'a pas dit. Si, il l'a dit. Vous savez pas que c'est un escroc, vous savez pas que c'est un type qui, voilà, un sociopathe qui ment systématiquement. Et là, il a quoi? Il a fait 10 000 mensonges en public depuis qu'il est élu. C'est un type qui pense qu'à un truc, c'est à faire rouler sonner le tiroir caisse. C'est un type qui pense qu'à une seule chose, à s'enrichir. Et s'il est président de la République, un truc auquel sa femme ne croyait pas, enfin, il est arrivé quand même. Il est arrivé parce qu'il y a beaucoup de gogos, parce qu'il y a des gens à qui il suffit de dire je suis l'ami du peuple pour qu'ils le croient. Hier, il a subi une première défaite. Il faudrait qu'il en subisse une seconde au Sénat pour qu'on se débarrasse de ce personnage qui a un pouvoir de nuisance tout à fait extraordinaire, en particulier parce qu'il a la capacité de convaincre des gogos qui le suivront, qui croiront les bobards qu'il raconte, ou qui, s'ils ne le croient pas, considèrent que voilà, que c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre, qui va faire du ballet, quelqu'un qui c'est triste, il y a des gens qui suivent quelqu'un simplement parce que cette personne a la capacité de se fâcher, de se mettre en colère, euh, un sentiment qui chez eux, ils ont dû faire taire pour pouvoir survivre. Alors ils admirent ça, ils admirent les caractériels, ils admirent les pervers narcissiques, voilà, parce que ils ont quelque chose que n'ont pas. Et puis ce sont des gens qui vont leur dire aussi vous êtes de la merde, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous regardez autour de vous, il y a encore de la pire racaille que ça. Voilà. Et ça suffit. Hein, c'est malheureux de se refaire un petit semblant de respect de soi pour reprendre leur vie en main. Alors, ce monsieur a subi une première défaite, il faut que cette défaite soit confirmée. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont voté contre lui hier non plus, ce soit eux nécessairement aussi des amis du peuple, mais on peut plus se permettre des erreurs avec les menaces qu'il y a sur nous. Regardez un peu les cartes de température de l'Australie ces jours-ci. Ils n'ont plus assez de nuances de rouge pour mettre là-dessus. C'est un continent qui va se dépeupler entièrement. Il y a eu une journée, si vous arrêtez ça, il y a eu une journée où la température moyenne pendant toute la journée en Australie a été au-dessus de 40 degrés. C'est un truc qui ne va pas durer. Il n'y a pas énormément de gens en Australie, on pourra les recaser ailleurs, mais le problème va se reposer ailleurs. Donc on n'a plus le temps de tellement réfléchir, il faut faire des choses maintenant. Et si on perd encore son temps à aller voter pour des démagogues, pour des Trump ou des Boris Johnson, encore que Boris Johnson, comme je vous l'ai dit, il a quand même quelques belles manières, il parle bien, parce qu'il a été élevé par des parents qui étaient déjà insortables, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour Trump. C'est pas une raison. Voilà, ce sont des démagogues, ce sont des gens qui vous vendent n'importe quoi et simplement pour encore faire leurs affaires personnelles. Alors, on n'a plus le temps pour ça. Il faut se concentrer sur ce qu'il faut faire. La difficulté, c'est de se faire entendre et de se rassembler. Je repensais hier, c'était hier soir, j'avais regardé 2 films, j'avais terminé de regarder American Pastoral,
cette histoire qu'a écrit Philip Roth sur une famille, voilà, une famille comme il faut, de gens qui ont tout fait pour ce qu'il fallait pour leurs enfants, ça paraît irréprochable. Et puis la fille commence à mettre des bombes parce qu'elle est écœurée par la guerre du Vietnam. Son père, pendant toute l'histoire, son père pense elle a tué un bonhomme et quand il la retrouve, il lui pose quelques questions et en fait, il est dévasté de voir qu'elle en a encore tué trois de plus. Voilà, ça c'est American Pastoral. Voilà, les meilleures intentions du monde peuvent encore déraper entièrement. Qu'est-ce que je regardais après? Oui, ça n'a aucun rapport. Trans-Europe Express de Rob Grillet pour le plaisir de revoir à nouveau Jean-Louis Trintignant dans un film. Bon, un autre film, voilà, mais j'ai repensé, voilà, c'est ça, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire. J'ai pensé à un autre film hier. J'ai pensé à un autre film. Ça s'appelle Total Recall, avec Schwarzenegger, inspiré d'une une nouvelle de Philippe Cadic qui s'appelle We Can Remember It for You, Wholesale. On se souviendra de tout ça pour vous à un prix de gros. Le film a été appelé, il y a eu deux films, j'ai pas vu le second, ils ont tous les deux été appelés Total Recall, rappel total, un jeu de mots intéressant sur le fait qu'effectivement on peut rappeler des bagnoles parce qu'il y a un défaut de fabrication, mais aussi on peut se rappeler entièrement de quelque chose. Voilà, le jeu de mots marche en français aussi. Et alors c'est quoi l'histoire? C'est un type qui voit qu'il y a une firme qui vend des souvenirs implantés. On a implanté dans la tête des souvenirs, et comme ça vous pouvez faire des vacances de rêve, etc. On va vous mettre ça, et vous serez convaincu que ça s'est passé vraiment. Et alors il va là, et il remplit un questionnaire, et on lui demande quel genre de femme vous aimez bien, etc. Quel genre d'aventure vous voulez avoir. Et puis tout à coup, il y a une espèce d'attentat, et l'expérience est rate. Enfin, on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'implant, et il se retrouve dans la vie. Et il se retrouve dans la vie avec, en fait, ce qu'il avait demandé, et nous, on ne saura jamais, le spectateur, et Philippe Cadic le savait sans doute jamais non plus, il n'avait pas pris la décision. Est-ce que le gars, il reçoit ce qu'il a acheté, ou bien est-ce que c'est le monde qui commence à déconner complètement? Toujours est-il que bon, on s'amuse bien. Il finit par être à la tête d'une révolte sur la planète Mars, et il finit, voilà, il est à la tête il relance une expérience, voilà, qui était en réserve de terraformation, de rendre la vie possible sur la planète Mars. Donc c'est pas mal. Pour ce qu'il a payé, il en a eu pour son fric. Vraiment, il en a eu pour son fric. Pourquoi je repensais à ça? Parce que je repensais en rigolant au fait que Vincent Burdin-Galpin et moi, nous sommes en train de terminer, on est vraiment pas loin d'avoir terminé, un bouquin qui s'appellera État d'urgence, comment sauver le genre humain. Alors, on n'est pas Schwarzenegger, ni l'un ni l'autre, mais on se trouve dans la même situation, d'être devant une tâche. On ne va pas dire impossible, parce que sinon c'est pas la peine d'écrire le bouquin, mais d'une tâche titanesque, pour dire quelque chose, de se retrouver à dire, voilà, on va vous dire comment sauver le genre humain dans notre bouquin. Ça ressemble à du cinéma, ça ressemble à des films du genre de ceux qui ont été inspirés par les livres de Philippe Cadic. Comment est-ce qu'on sort? Et là, je me suis j'avais le temps un peu avant de m'endormir, de réfléchir, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, on en arrive là quand même en ayant l'impression d'avoir les moyens de pouvoir écrire ce genre de livre sans apparaître complètement ridicule. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Et c'est là qu'une toute petite réflexion, 5 minutes avant de s'endormir, suffit amplement. Il suffit d'avoir été viré de son boulot à tout moment, et il suffit qu'il y ait eu que le boulot qu'on faisait, c'était du genre tuer un dragon, voilà. Et une fois que vous l'avez tué, on vous disait ah oui mais c'est pas oui bah, d'accord oui c'est bien oui c'est une bonne idée, mais en fait c'est pas ça qu'on vous avait demandé. Vous avez demandé la quadrature du cercle, et le truc vraiment important c'était la quadrature du cercle. Ce qui fait que vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi, comme on dit. Les gens à côté, ils savent quand même que vous avez tué le dragon chez le voisin qui lui, ça l'intéresse plus trop maintenant que c'est fait, et qui vous embauche, et on vous dit voilà, c'est juste un dragon, il est juste à peine 2 fois plus gros que celui que vous venez de tuer à côté, etc.
Ça vous forme quand même. Ça vous permet de... Ça m'est arrivé, je sais pas, 5, 6 fois, je ferai un jour la liste. Euh, et donc, vous apprenez des tas de choses. L'autre jour, je me suis un peu énervé contre une dame qui me dit, mais vous pouvez quand même pas être un bon psychanalyste si vous êtes un grand spécialiste de la finance. Et je dis, madame, figurez-vous, j'ai pas dit ça comme ça, mais je peux le dire à vous, figurez-vous que j'ai pas passé beaucoup de temps devant les billards électriques, j'ai pas passé beaucoup de temps à regarder des matchs de foot, j'ai utilisé ce temps-là à apprendre des choses, et au bout d'un moment, on peut, oui, effectivement, on peut effectivement, au bout de, voilà, quand on a 73 ans, on peut avoir été un pionnier de l'intelligence artificielle, on peut avoir été un pionnier de la finance automatisée dans les banques, on peut toujours être un bon anthropologue puisque c'était ça qu'on était au départ. Vous vous souvenez peut-être, si vous étiez là tout début du blog, euh, quand au bout d'un moment j'ai fait un papier sur l'anthropologie, une dame furieuse m'a dit parlez plutôt des choses que vous connaissez, et que j'ai dit madame ça c'est mon vrai métier, la finance c'est un truc que j'ai dû faire sur le côté. Voilà. Alors on se retrouve pas mal équipé. On peut, sans passer pour un zozo auprès de l'éditeur, proposer un titre comme Sauver le genre humain, et que l'auteur, voilà, que la maison d'édition ait regardé le manuscrit et dise oui, oui, ça allait vraiment très très bien. Et mais on est un peu, il faut on peut pas être seul, on peut pas continuer à être seul. Vous êtes gentil, vous regardez ma vidéo, vous êtes un certain nombre à vous abonner sur mon site, mais on n'est pas, on fait pas une masse critique. Je critique les initiatives sympathiques. C'est pas que je dis aux gens faut pas cultiver des courgettes sur votre balcon. Je reproche aux gens qui me disent moi je fais ma part de colibri, je fais des courgettes sur mon balcon et voilà. Donc les autres n'ont qu'à faire le reste. Non, c'est sympa, c'est gentil. Si vous habitez à une grande ville, il vaut mieux pas les manger, vos courgettes, elles sont probablement empoisonnées par par les trucs qu'il y a dans l'atmosphère. Si vous habitez Paris, mangez pas vos courgettes sur le balcon. Mais le problème n'est pas là. C'est il faut une masse critique. Euh, on me dit oui, mais il n'y a pas de, vous le dites vous-même, il n'y a pas de science économique. Mais alors voilà, c'est pour ça que j'ai apporté quand même un certain nombre de trucs. J'ai bâti moi-même au fil des années une alternative à la science économique. Voilà, j'ai l'outil qu'il faut. L'ennui pour moi, c'est que je dois non seulement dire qu'on peut foutre au panier tout ce qui a été fait sous le nom de science économique, mais je suis obligé aussi de dire que c'est pas ce qu'on trouve chez Karl Marx qui va nous sauver de la mise non plus. Je suis obligé de dire, et là je perds encore un certain nombre de gens chaque fois que je le dis, j'ai produit en matière de réflexion sur l'économie, j'ai produit quelque chose de plus radical et de plus cohérent et de plus à gauche que ce qu'on trouve chez Karl Marx. Voilà. Alors parfois je suis obligé de rappeler tout ce qui est faux chez Karl Marx et pourquoi du coup l'ensemble ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'ai produit? J'ai produit d'abord, et ça c'est un petit livre qui est fait d'un recueil d'articles, des choses que j'ai fait au début, en particulier dans la revue qui s'appelle la revue du MOS, une série d'articles que j'ai fait et que j'ai rassemblés, et j'en ai fait un vrai livre. Voilà, ça se lit comme un vrai livre, j'ai mis le temps nécessaire pour que ça n'ait pas l'air d'être des articles collés les uns à la suite des autres, et j'ai eu la surprise quand j'ai voulu appeler ce livre Le Prix, oui, évidemment comme il y a le mot prix, je vais dire acheter, appeler ce mot Le Prix, qu'il n'y avait jamais eu, à ma connaissance, un livre consacré au prix. Pourquoi? Parce que M. Cournot a dit aux environs de 1830, ah bah le prix c'est la loi de l'offre et la demande, et que même des vieux pêcheurs de 80 ans que j'ai vus, ils ont dit, alors qu'ils savaient comment un prix se forme, parce qu'ils avaient passé toute leur vie à se battre pour créer un prix contre les conserveurs. Et quand je dis comment ça marche un prix, ils me disent c'est la loi de l'offre et la demande. Et je dis mais dans tes carnets de pêche, 2 jours sur 3, il est marqué taxation, ce qui veut dire que c'est pas l'offre et la demande. Voilà, le livre, le prix, essentiellement à partir de données de terrain, des données, voilà, de ma réflexion parmi les pêcheurs bretons à l'époque où j'ai fait ça, la pêche en Bretagne, plus des réflexions qui me sont venues sur les marchés improvisés sur les plages africaines où j'ai travaillé pour les Nations Unies, là aussi un certain temps. Et puis, m'apercevant, quand on me fait venir dans la finance, on me dit allez-y et voilà. Voilà, et j'y vais, de me découvrir que la formation des prix sur les marchés financiers, c'est encore la même histoire que j'ai vue dans les criées en Bretagne, que j'ai vue sur les plages en Afrique, et que, voilà, je vois maintenant dans les banques.
Alors, j'ai continué à réfléchir. Merci à vous qui m'avez dit que les banques commerciales, créent de l'argent. Je sortais d'avoir travaillé 12 ans dans des banques américaines où on prête de l'argent et on se serait bien accommodé à de l'idée que l'argent on pouvait le créer soi-même plutôt que de devoir l'emprunter quelque part. Euh, je savais, par une pratique de 12 ans dans la salle des machines, des endroits où on prête de l'argent, que si on pouvait le créer, on le ferait, et que si on le crée pas, c'est parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, mais ça, là, ça fait partie, non seulement d'une propagande d'extrême droite que même malheureusement l'extrême gauche relaye parfois. Euh, Ça fait partie même, on m'a montré un article publié par la Banque d'Angleterre, où on répète ce bobard. Ça fait partie de l'enfumage. Ça fait partie de l'enfumage. Ça fait partie. Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens ça? Je l'explique dans le bouquin. C'est parce que les banques sont effectivement, et Monsieur Cantona le sait parfaitement, elles sont tout à fait vulnérables. Les banques sont tout à fait vulnérables au fait qu'il y ait une panique bancaire, que les gens aient réclamé leur argent. Si on leur raconte que le jour où elles ont un problème, les banques elles peuvent créer l'argent de toute manière parce que c'est une question d'écriture, voilà, c'est un jeu d'écriture, eh bien, ça rassurera les gogos une fois de plus. Et là, l'idée de la création monétaire, ça les arrangera de deux manières. D'abord, ils pourront dire que les marchands, oui, les marchands sont des filous aussi, mais pourront dire que les banquiers sont des filous parce qu'ils vous demandent des intérêts sur une somme qu'ils ont créée de toutes pièces. Non, malheureusement, s'ils vous demandent des intérêts, c'est souvent parce qu'eux-mêmes payent des intérêts sur la même somme, mais ils payent moins, bien entendu, sinon ils ne le feraient pas. Et ça arrange aussi les gens. Non seulement ça les arrange parce qu'ils ont un ennemi facile à désigner, mais aussi parce que ça les rassure que leur argent est en sécurité dans la banque, qu'elle créera de l'argent si nécessaire. Voilà. Alors, mais au passage, j'ai expliqué comment ça marche l'argent. Il y a de la réflexion qui vient d'un certain nombre de personnes, comme d'Aristote. Il y a surtout mon expérience, effectivement, de 12 ans dans la salle des machines des banques, où on sait qu'on ne crée pas de l'argent, mais on sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne en réalité. Et alors, j'ai voulu compléter ça en prenant le meilleur, sans doute, des économistes contemporain, Pensez tout haut, l'économie avec Keynes, j'ai repris ça, il y a un peu de la biographie de Keynes au départ, j'explique en fait que chez lui sa vision est complètement distordue par le fait que c'est un spéculateur fou, voilà, c'est dans le sang chez lui, et il raisonne comme si tout le monde était un spéculateur. C'est bien qu'il était un spéculateur si on se place du point de vue de ses copains de Bloomsbury, ses copains artistes fauchés qu'il a abondamment subventionnés grâce à ces spéculations, tant mieux pour eux. Mais c'est surtout que Keynes, qu'est-ce qui a fait la qualité de Keynes comme économiste? C'est le fait qu'il n'avait aucune formation dans ce domaine-là, ça je souligne toujours. Il n'a pas une formation d'économiste. Il a suivi sur 8 semaines à Cambridge, il a suivi un cours d'économie une fois qu'on l'avait nommé économiste. Pourquoi est-ce qu'on l'avait nommé économiste? Parce que Alfred Marshall, voulait nommer son père comme assistant, et puis le père de Keynes c'était un type qui a préféré faire une carrière dans l'administration de l'université de Cambridge, et Alfred Marshall remet ça à la génération suivante, et il nomme le fils qui, lui, il s'est présenté pour une bourse qu'il n'a pas eue. Et le fils dit oui, et comme il est extrêmement arrogant, comme il a un bon diplôme de mathématiques, et que quand on est un étudiant à Cambridge, même quand on a fait les maths, on a une bonne formation générale, parce qu'on va quand même bourrer de philosophie, d'histoire des sciences, etc. Ce type, après, Keynes, il réfléchit à partir de zéro sur la plupart des problèmes et il trouve une bonne solution. Il retombe accidentellement sur Aristote, le cas échéant. Et puis tout de suite, il passionne un petit groupe d'étudiants autour de lui, avec voilà, des gens comme Schraffa, des gens comme qui échappe au fascisme mussolinien. Robbins, j'oublie toujours le nom de la dame fameuse qui a été son meilleur étudiant. Et voilà.
Et du coup, il dit aux étudiants, tiens, la semaine prochaine, on parlera de ça. Est-ce que vous pouvez préparer quelque chose? Et alors, ils se réunissent, ce petit groupe-là de petits génies. Et les petits génies, lui, font son cours de l'année, de la semaine suivante. Et comme lui, il est pas bête du tout, il remet encore un peu d'ordre là-dedans. Et il devient le plus grand économiste du XXe siècle, en ayant grâce essentiellement au fait qu'il n'a pas la formation dans la science économique, grâce au fait qu'il a, en particulier, il n'a jamais rien lu de M. Marshall, qu'il a nommé à son poste et qui est lui considéré comme un des grands fondateurs de l'économie néoclassique. Alors, mon problème, c'est que, voilà, je vous les remonte, le Keynes, le truc, l'argent, voilà. Ça vous fait une excellente formation en sciences économiques. Le mot science étant dans l'expression cette fois-ci, on lui enlève ses guillemets. C'est vraiment, c'est dans la logique de la science. Alors, où est-ce qu'on enseigne ça? Eh bien, absolument nulle part. Moi, j'en parle quelques fois dans les conférences que je fais. Je fais pas mal de conférences. C'est vrai, je touche à la fois 100, 150, 1000 personnes à la fois quand c'est possible. Je parle d'autres choses dans mes conférences. Je parle de la menace d'extinction. On me demande de parler de mon expérience de pêcheur, éventuellement des choses de ce type-là. On me demande de parler de plein de choses. Pourquoi est-ce que ça s'enseigne pas dans les universités? On pourrait dire les universités pourraient enseigner ça. Et on a fait l'expérience. Deux fois dans les 6-7 dernières années. Deux fois, on m'a demandé de donner cours, d'expliquer comment c'était, comment ça marchait vraiment, et je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des parents d'élèves qui viennent se plaindre en disant, écoutez, dans votre faculté, il y a, je veux dire un chiffre au hasard, il y a 8 professeurs qui disent un truc, et puis il y en a un qui dit le contraire, et c'est lequel qui a raison. Alors, mettez-vous à la place de la personne qui s'occupe de cette université. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser des 8 et va demander à celui et à l'autre de donner tous les cours à la place de tout le monde. Ou bien il va dire à l'autre, écoutez, on va plutôt peut-être s'arranger autrement, etc. Dans le cas où on ne vire pas purement et simplement. Il faut une masse critique, il faut absolument une masse critique. Il faut que, comme ça ne marchera pas. Monsieur Jacques Attali avait eu l'amabilité de dire en 2008, on va virer tous les profs et on va vous demander à vous de venir. C'était gentil. J'ai cru même que ça avait une certaine vraisemblance, qu'au moins à un endroit, on m'offre de donner cours. Mais non, on préfère serrer les rangs. De plus, j'y ai fait allusion tout à l'heure, il y a une opposition officielle aussi. Il n'y a pas simplement que, voilà, il n'y a pas que les gens en poste, il y a aussi une opposition officielle. Il n'y a pas de place, pour un discours complètement alternatif. Il faudrait comment ça se passe dans ces cas-là? Ça prend 50 à 100 ans. Il faut que ça percole parmi les étudiants petit à petit, les gens qui vous ont écouté. Il faut que tout à coup une initiative soit prise comme une université populaire où on parlera que, voilà, on fera que ça. On essaiera d'en faire une alternative. Il y a encore d'autres trucs. L'autre jour, je dois aller faire une formation. Je me suis engagé à faire une formation de plusieurs jours pour la CGT. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une grève des trains que la CGT dirige et qu'elle a bien raison de diriger, mais qui fait que je ne peux pas encore aller donner les cours. Alors il faut trouver le moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des cours en ligne? Est-ce qu'il faut faire une université populaire? Est-ce qu'il faut mettre plus qu'une seule personne là-dessus? Probablement. Il faut rassembler. Et le moment est venu d'arrêter de réfléchir et d'agir. Parce que si on n'agit pas maintenant, on pourra jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que ça passe ou ça casse. On a eu une bonne nouvelle hier, l'impeachment de Trump, mais voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faudra encore transformer l'essai.
Tout n'est pas décourageant, tout n'est pas décourageant. On va pouvoir mettre l'intelligence artificielle à essayer de résoudre un certain type de problème, etc. Mais il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que vous, en particulier, disiez autour de vous qu'il y a une demande pour ça. Ça m'est venu dans voilà, cette vieille expression qui est une bonne expression. J'ai fait ça un peu, moi, à différents moments dans ma vie. Quand je deviens pêcheur, c'est pas pour apprendre aux pêcheurs comment faire leur métier. C'est dans cette perspective qui est celle de cette époque-là et qui date pas de ce moment-là. Ça date de qui ça date? Ça date, je crois, des nihilistes, des jeunes nihilistes russes. L'intellectuel qui va se mettre au service du peuple. Bon. Mais il faut encore que le peuple, que ça intéresse le peuple. Quand moi je vais chez les pêcheurs de Watt, je peux le dire malheureusement en partie parce qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que cette communauté dans laquelle j'ai vécu, là, elle a entièrement disparu. Mais je tombe sur des gens qui sont pas particulièrement réceptifs à ce que je pourrais leur dire. Des gens qui sont dans ce que Bourdieu appelait à juste titre l'auto-exploitation, des gens prennent des tas de décisions à l'encontre de leurs intérêts, des gens qui admirent la structure sociale hiérarchisée dans laquelle ils sont pratiquement au dernier échelon, qui trouvent que c'est bien que ça marche comme ça. Euh, le peuple, il n'est pas encore là, il dit prenez la chaise, asseyez-vous et puis je vais vous écouter parce que c'est très important. Non, mais il faut maintenant qu'il y ait un engouement pour une véritable réflexion. Il faut un engouement une alternative à la science économique. C'est pas, si vous regardez je sais pas, sur Amazon, je sais pas, à quel rang se trouve ce bouquin dans les ventes. Il doit se trouver, je dis un chiffre au hasard, 300 millième ou 400 millième. Celui sur Keynes, c'est peut-être encore pire. On est très très loin, que la boîte à outils dont on a besoin devienne la boîte à outils dominante, celle que la plupart des gens utilisent. C'est encore nulle part. Aucun de ces livres n'a été traduit en anglais, ni en aucune autre langue. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. La demande, c'est vous qui devez la créer. Quand je dis il faut faire une université populaire, il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous, avec moi bien entendu, mais il faut qu'il y ait une initiative qui vienne de là. C'est gentil, comme vous me dites, venez faire une conférence, etc. J'ai un petit groupe d'amis, etc. C'est bien, je le fais, mais je touche encore que 100 personnes à la fois. Et combien, on le voit après, bon, les gens sont enthousiastes, voilà, c'est formidable. Il y a le libraire du coin qui a mis son petit stand et ces livres-là, à la fin de la conférence, où j'ai eu, disons, 300 personnes enthousiastes, il y en a combien qui vont acheter ce livre-là? C'est entre 0 et 1. Même chose pour les deux autres. On est encore nulle part. Je me retrouve dans la situation de Schwarzenegger avec Vincent à dire comment on va sauver le genre humain. Vous allez être quelques-uns qui vont, si ça se trouve, le livre va se vendre aussi bien que le dernier qui s'en va éteint la lumière, mais ça ne fera pas la différence. C'est maintenant que ça passe ou ça casse. C'est maintenant qu'il faut un véritable mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement pour créer la boîte à outils alternative à la science économique. Il faut un mouvement pour que ces idées se répandent. Et le temps presse, on n'a pas. Quand il y a le mot urgence dans ce livre qui va sortir, c'est pas du bidon, c'est pas pour faire vendre. L'urgence, elle est là. Regardez la carte de la température de l'Australie ces jours derniers. Comme je vous ai dit, on n'a pas assez de nuances de rouge pour la colorer. C'est là qu'on en est. Et ce seront pas toujours des problèmes pour demain. Regardez les inondations qu'on a en ce moment. On s'est plaint qu'il n'y avait pas plu l'été et qu'on est content quand ça commence à pleuvoir, mais on aimerait bien aussi que ça finisse par s'arrêter aussi. Quand on aura rempli la nappe phréatique, on est dans un monde qui va absolument à la dérive. Si nous ne nous mobilisons pas, et quand je dis nous, il faut vraiment que ce soit un nous, un gros nous avec tout en majuscule, il va rien se passer.
Si Vincent et moi, on va publier notre livre, on nous invitera un tout petit peu à la radio et puis on dira oui, mais il y a déjà plein de livres comme ça, etc. Oui, mais ce que vous proposez, c'est des choses un peu autoritaires. Mais oui, il faudra que ce soit un peu autoritaire. On n'a plus le temps pour continuer à dire quoi? Ah oui, on va faire passer la norme et on va mettre un horizon 2040. Ah, ou alors, ah oui, non, mais les paysans ne sont pas contents, alors on va plutôt mettre 2050. 2050, 2050, il n'y aura plus personne en Australie. Alors, soyons sérieux, il faut avancer maintenant. Comment j'ai appelé ça? Je ne sais plus comment j'ai appelé. Agissons, arrêtons de réfléchir. Voilà, c'est un bon titre. J'espère que vous allez regarder. J'espère surtout que vous n'allez pas simplement vous dire oui, c'est formidable et me le dire quand vous me rencontrez dans la rue, ça fait plaisir bien entendu, ou à la sortie de ma conférence. Il faut que vous répandiez la bonne nouvelle aussi autour. Et la bonne nouvelle, c'est que si on fait rien, c'est cuit et qu'il faut réfléchir et qu'on a besoin d'un outil comme une alternative à la science économique. Donnez-moi les moyens que ça se répande. Et comme je le dis, il faut une masse critique. S'il n'y a pas de masse critique, même au niveau de l'enseignement, les parents vont dire oui, mais ce gars il dit le contraire de tous les autres, lesquels il faut croire, et on ne pourra pas faire autrement pour des raisons économiques que de dire c'est les autres qui ont raison et lui il se trompe, ou alors on ne dira rien, mais on s'arrangera pour que les parents ne soient pas là avec la contradiction qu'ont soulevé leurs enfants. Voilà, allez, on continue. On continue la réflexion, mais on essaie surtout de se mobiliser. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il y a un moyen de le faire, faisons-le. Et pas le mois prochain, dans 3 ans. Non, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est demain, c'est même avant Noël. Allez, bonne fête quand même. Au revoir.